Jean-Louis Valentin, dorénavant dans le droit de comprendre, vous serez notre chroniqueur politique. Vous connaissez bien la politique, vous avez été directeur du cabinet de Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, vous avez fait vous-même de la politique, vous avez été élu. Et donc, la première question que je vais vous poser, finalement, est-ce que Michel Barnier, Premier ministre de Emmanuel Macron, avait le choix de suivre une autre voie que celle qu'il a finalement suivie? Bon, je pense que c'était difficile puisque le Premier ministre a multiplié les gestes d'ouverture sur ce projet de budget qu'il a fait en 15 jours, c'est-à-dire un délai extrêmement court, ce qui était d'ailleurs la résultante du délai important qui avait présidé à sa nomination. Je pense qu'il est arrivé à un moment où il a pensé que il avait multiplié les gestes, qu'il ne pouvait pas aller plus loin, sauf à ce que son autorité soit remise en cause à la fois dans le présent et surtout dans le futur. Pouvait-il Pardon de vous couper, c'est-à-dire qu'ils deviennent. Il ne voulait pas devenir le fondé de pouvoir de Marine Le Pen, absolument. Avait-il un autre choix? Pouvait-il ne pas enclencher le 49.3? Peut-être. Cela aurait retardé de quelques jours, voire de quelques semaines l'issue, car s'il n'avait pas utilisé l'article 49.3, le projet de loi sur la sécurité sociale n'aurait pas été adopté et il aurait de toute façon fallu reprendre le chemin de la discussion sur les points durs que constituaient le déremboursement des médicaments, la réindexation ou non des retraites, ou la question globale des économies à trouver pour remettre la France progressivement dans les clous des critères européens de limitation du déficit public. Donc je pense très franchement qu'il n'avait pas vraiment beaucoup d'alternatives à ce stade de la discussion. Il avait lâché, finalement, il avait fait des concessions, il s'est aperçu il allait devoir en faire beaucoup plus. Alors c'est ce qu'il dit, puisqu'il dit que Marine Le Pen était rentrée dans une logique de surenchère. Heu, Michel Barnier a fait des concessions à Ensemble pour la République sur la question de l'allègement des cotisations sociales dues par les entreprises. Il a fait des concessions à LR sur la question de la revalorisation des petites retraites et il a fait des concessions à Marine Le Pen sur la question du déremboursement des médicaments et également d'ailleurs sur la question de la revalorisation des petites retraites, puisque c'était un point commun à LR et au Rassemblement national. Il est arrivé à un moment où il était pris entre des injonctions contradictoires. D'une part, faire des économies pour alléger le coût de la dette et alléger l'importance du déficit public pour le pays, et d'autre part, répondre à une demande sociale qui est toujours plus forte et toujours plus exigeante, et dans laquelle d'ailleurs s'engouffrent à la fois LFI et le Rassemblement national. Donc il s'est retrouvé coincé au milieu de cette double contrainte. Mais parlons des motions de censure. À quoi ça sert une motion de censure lorsqu'elle est systématique? Est-ce qu'une motion de censure doit avoir une signification? Oui, bah, la première signification de la motion de censure, c'est qu'elle fait automatiquement tomber le gouvernement. Donc nous y sommes, puisque le gouvernement, Ça, c'est la dimension radicale. mais elle est faite pour ça. Donc à partir du moment où c'est son but, on peut considérer que effectivement on n'est pas trop regardant sur qui signe la motion et qui ne la signe pas. Autrement dit, qu'il y ait une coalition des contraires pour faire tomber un gouvernement, c'est dans l'ordre des choses. Là, la difficulté et la singularité de cette motion de censure, c'est qu'elle intervient dans un contexte où elle n'a aucun débouché politique. À savoir qu'il n'y a pas de possibilité de dissolution, donc l'appel au peuple n'est pas possible aujourd'hui constitutionnellement. Il faut attendre la fin de la session, c'est-à-dire juin 2025. Deuxième élément, la chute, enfin la chute du gouvernement n'amène pas à devoir
faire tomber un projet de loi emblématique d'une politique, comme c'était le cas sur les retraites il y a quelques mois, ou comme ça avait été le cas en 1962 avec l'élection du président de la République au suffrage universel, qui avait fait l'objet de la censure. Donc là, on est Là, c'était vraiment... Georges Pompidou, il C'était faut Georges rappeler. Pompidou, c'était Georges Pompidou. On est dans une censure opportuniste qui n'a aucune rationalité sur le plan du débouché politique à la crise. C'est une censure qui ne débouche pas sur une possibilité de résoudre à la fois la crise politique et la crise budgétaire. Pour reprendre votre exemple de 62, regardons-la de plus près. La motion de censure fait tomber comme Premier ministre Georges Pompidou. Le général de Gaulle le renomme tout de suite pour ensuite présenter l'élection présidentielle au suffrage universel. Absolument. Là, il n'y a rien de tel. Non, c'est-à-dire qu'en 1962, il faut bien voir que le président de la République renomme Georges Pompidou et il dissout l'Assemblée. Il considère qu'il y a un conflit entre l'exécutif et le législatif sur un point fondamental qui est la question de l'élection du président de la République au suffrage universel, et il fait trancher le conflit par le peuple. Bien. Et c'est la raison pour laquelle il renomme Georges Pompidou. Il dit, il y a un conflit entre l'Assemblée et le président, je le fais trancher par le peuple. Là, avec le président Macron, on n'est pas du tout dans ce cas. On n'est pas du tout dans ce cas de figure, puisqu'il n'y a pas de possibilité. Ça sert à rien, c'est-à-dire. Il n'y a pas de possibilité de dissolution, et il n'y a pas à trancher un conflit entre le président et l'Assemblée. Il y a juste à faire voter un budget. Alors, on peut considérer que le budget n'est pas bon, qu'il aurait dû être différent, mais c'est une censure opportuniste qui semble plus être liée à un contexte qu'à un texte. Et le contexte, c'est d'une part une grande exaspération sociale dans le pays, à laquelle probablement le Front national et la gauche pensent donner un exutoire avec la chute du gouvernement. Et puis il y a le contexte qui est lié à la fois au procès dans lequel Marine Le Pen est enferrée, et à la fois probablement à la volonté du Rassemblement national de se mettre au centre du jeu et de montrer qu'il faut compter avec les 11 millions d'électeurs et les 140 députés qui ont été tenus en lisière des postes de responsabilité à l'Assemblée nationale en juin dernier. Là, vous impliquez Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Vous croyez qu'elle a en tête son calendrier judiciaire? Parce que le 31 mars, la présidente du tribunal de Paris, Bénédicte Pertuis, va dire s'il y a finalement, si elle va tenir compte des réquisitions et notamment de ce qui constitue le suspense de toute l'affaire, c'est-à-dire la loi qui a été votée et qui va s'appliquer, celle de appliquer immédiatement la question de l'exécution provisoire. D'abord, j'en sais rien parce que je n'ai pas de relation avec Marine Le Pen. Ce qui est sûr, c'est que la seule rationalité de cette motion de censure, c'est de pousser à l'accélération du calendrier politique. C'est-à-dire de faire en sorte que la pression soit telle sur le président de la République, pression politique, qui soit conduit à prendre une initiative de type démission, nouvelle élection présidentielle. Et c'est ce que semble vouloir à la fois la France insoumise et le Rassemblement national, même s'il ne l'avoue pas publiquement. Car la réalité, c'est que, à part cette volonté d'accélérer le calendrier politique, on ne voit pas les avantages pour le Rassemblement national de la censure. La censure met à mal les efforts qui ont été faits par ce mouvement pour apparaître comme un mouvement normalisé, respectabilisé, capable d'assurer demain des responsabilités gouvernementales. Et là, il y a une brutale rupture de cette stratégie, alors même que le Premier ministre avait donné un certain nombre de concessions à l'ensemble des groupes politiques et avait considéré Marine Le Pen comme une interlocutrice comme les autres. Et donc, alors même que le Rassemblement national avait en quelque sorte engrangé cette marque de respect, pour reprendre là encore les propos du Premier ministre,
Eh bien, il rompt brutalement, les ponts en, votant la censure. Je ne sais pas du tout comment, l'opinion publique, comment, les électeurs, vont apprécier cela. Les sondages, le montreront dans les semaines qui viennent. Les élections partielles aussi d'ailleurs, probablement. Mais en tout cas, il est clair que pour le Rassemblement national, il y a effectivement, dans cette censure, un pari à haut risque par rapport à ce qui a été la stratégie de ces derniers mois. Et si ce n'est personne? C'est une hypothèse, Non, il faudra nommer de toute façon un Premier ministre, c'est une obligation constitutionnelle. Donc à partir du moment où Michel Barnier est censuré, il remet automatiquement sa démission. Il peut rester Premier ministre démissionnaire pendant un certain temps, la Constitution ne fixe pas de délai, mais il y a un délai qui est l'adoption du budget et l'adoption du budget de la sécurité sociale. Ils doivent théoriquement être votés avant la fin de l'année. Même si ce n'est pas possible compte tenu de la censure, il faudra mettre en place une loi spéciale et il faudra rebâtir un budget qui puisse être voté le plus vite possible au début de l'année 2025. Donc, il n'est pas pensable qu'il n'y ait pas de Premier ministre, ni de gouvernement constitué, compte tenu de ce que sont à la fois les contraintes économiques et les exigences de l'heure au niveau international et au niveau social.